Des fois, prendre une bonne semaine de repos, ça fait vraiment du bien. Et là, il y en avait besoin. Certes, les dernières cartes n'auront pas été analysées et on aura raté deux trois petites choses sur lesquelles on va revenir aujourd'hui. Mais j'avais vraiment besoin de ce repos pour préparer des choses par rapport à Cannes, où il y aura beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à dire. Et je vous rappelle surtout, vous avez la possibilité de poser vos propres questions aux créateurs, co-créateurs de l'Orcana via le formulaire que je vous mets là en description et dont j'ai parlé dans la vidéo précédente. N'hésitez pas à proposer des questions, il y a déjà plusieurs personnes qui l'ont fait, n'hésitez pas à en rajouter. Il y a aucun souci là-dessus, comme ça, plus on a de questions, plus on a de chance d'avoir des trucs intéressants pour vous. En tout cas, on est frais, on est dispo et on est reparti pour des grosses fournées de vidéos. Ça commence maintenant. Et bonjour à toutes et à tous, ici c'est Ketal et on est là pour une nouvelle vidéo sur l'Orcana. Aujourd'hui une vidéo, un format qu'on avait déjà fait pour le chapitre 2, que j'avais beaucoup apprécié et apparemment vous aussi, donc on remet la même pour le chapitre 3. On va parler des 12 cartes, 2 par encre, les 12 cartes qui sont les plus, à mon sens, attendables, les plus attendues au tournant pour le chapitre 3. Les 12 cartes qui pour moi ont le plus de chances de finir vraiment par être jouées beaucoup en compétition. Alors donc 2 par encre, les choix ont été des fois simples, des fois difficiles parce qu'il y avait trop de cartes dans certaines encres, des fois difficiles parce qu'il n'y avait pas de cartes qui me paraissaient si folles que ça dans certaines encres. On va parler de tout ça en détail. Et on va commencer par l'ordre classique des couleurs, donc par ambre. Et on commence par la carte qui, à mes yeux, va devenir la nouvelle carte à 1 dans tous les decks de la couleur en question. Ça va être Pluto en ambre. Pour un 0-2, 1 de l'or, il peut s'incliner pour faire que le prochain personnage que vous jouez ce tour-ci coûte 1 de moins. En fait, Pluto permet de mettre en place des combos très très forts et s'il n'est pas géré le tour où il s'incline, il permet de faire des folies. Typiquement, un Pluto au tour 1, ça veut dire que dès le tour 2, vous allez incliner Pluto et pouvoir jouer Prof au tour 2, pour 3, donc, mais au tour 2. Et derrière, si Pluto est encore vivant à ce moment-là, s'il est encore en jeu, avec Prof et Pluto, vous pouvez jouer des personnages à 5 au tour 3. Ça change beaucoup de choses. Ça change d'autant plus de choses que ce ne sont pas des moments où vous allez perdre du quart d'avantage à faire ça. Ce n'est pas par exemple jouer juste à temps pour jouer un personnage à 5 au tour 3. Non, là vous avez autant de cartes en main. Ça permet juste, par exemple, de jouer le Pluto en alter sur votre Pluto qui était déjà sur le jeu au tour 3, et au tour 3, avoir une 3-8 avec pas mal de l'or et cette capacité rempart pour protéger Prof à côté, il sera déjà incliné, en plus c'est parfait. Et en plus de ça, la capacité de soigner à chaque tour, avec 8 de vie au tour 3, ça va être extrêmement compliqué à jouer, et du coup les decks ambre derrière auront tout le champ libre pour jouer toujours plus de gros personnages au fur et à mesure de la partie. Donc vraiment pour moi, Pluto qui permet de faire énormément de choses au chapitre 3, ça va être une carte vraiment à surveiller de très près. De manière générale, pas mal de cartes dans le chapitre 3, que ce soit les lieux à 1 ou plutôt des cartes comme ça, réencouragent en fait tout simplement à jouer des personnages à 2 d'attaque dès le tour 1. Chose qui était un peu abandonnée au chapitre 2, mais là il faut vraiment le refaire, parce que si vous gérez pas Pluto au tour 1, si vous gérez pas les lieux à 4 de vie, 1 de l'or au tour 1, ça peut faire des avantages qui permettent de snowball dans la partie beaucoup trop fort. La deuxième carte, qui pour moi en ambre est un incontournable qui sera présente dans tous les decks ambre, sans exception, parce que c'est une des meilleures cartes du chapitre 3 tout simplement. Il en faut peu pour être heureux. Pour 2, une chanson qui permet de regarder la main adverse, de défausser une carte non personnage au choix. Non personnage, ça peut être un objet, ça peut être une chanson, une action, donc ça peut être un lieu, bref, ça peut enlever beaucoup de choses. Et vous voyez sa main dans tous les cas. Dans tous les cas, vous savez ce qui vous attend. C'est super fort, c'est chantable pour 2, c'est incroyable. Cette carte-là, elle avait été leakée il y a très très longtemps. On n'en a jamais parlé sur la chaîne parce qu'encore une fois, on n'est pas là pour parler des leaks. Ici, on parle que des cartes qui sont officiellement révélées. Mais alors celle-là, j'avais tellement envie d'en parler parce que vraiment, c'est une des cartes qui chamboule complètement la méta. Depuis le chapitre 1 et 2, la méta est tout simplement omnubilée par 2 cartes, enfin cristallisée autour de 2 cartes qui sont Soyez prêtes, et encore plus important qui sont Tuons la bête. Ce sont vraiment les 2 cartes qui changent beaucoup de choses. On pourrait presque en rajouter une troisième avec Ce rêve bleu, mais c'est pas une carte qui faisait tant le café chapitre 2 à mes yeux. C'est une carte qui était sympa, mais au final, les decks qui la jouaient n'étaient pas les plus efficaces. Les decks embrassiers n'étaient pas vraiment tant au devant de la scène. Donc, à réfléchir, mais là maintenant qu'on a une solution, et on en parlera, il y en a une deuxième, pour pouvoir enlever les chansons des mains et donc potentiellement enlever les resets adverses, ça change énormément de choses. Vraiment une carte super importante qui sera jouée en minimum en x2 dans tous les decks ambre, sans exception, si ce n'est pas plus, très clairement.
On continue avec une carte qui fait couler tant d'encre sur internet, la carte où les gens se disent « Oh mon Dieu, c'est incroyable !» Et pour être honnête, même de mon côté, j'ai vraiment un doute sur cette carte à elle tout seule va peut-être rendre Améthyste Acier tier 0. Tier 1 c'est sûr, tier 0 peut-être. Mais sans plus attendre, pour vous la révéler, c'est évidemment Jafar à 7, Alter, 4-5 assaisissable, 1 de l'or, mais surtout la capacité, lorsqu'il est épuisé, de vous faire gagner un éclat de l'or pour chaque carte piochée. Et bien sûr, pourquoi on parle d'Améthyste Acier, c'est parce qu'il y a ce rêve bleu qui vous permet de défausser votre main et de piocher 7 cartes. Avec Jafar incliné, ça fait donc 7 de l'or entre guillemets gratos, d'autant plus qu'il a lui-même un alter 5, donc tour 5, vous pouvez alter votre Jafar sur un des nombreux petits Jafars, dont certains qui sont très bons en Améthyste Acier. Et du coup, vous pouvez directement chanter Rêve Bleu, et donc au tour 5, vous posez Jafar, vous chantez Rêve Bleu, vous avez 7 de l'or, vous avez une nouvelle main, et vous êtes trop bien. Vous pouvez encore jouer des choses derrière. Donc, vraiment une carte super impactante dans la méta qui en plus va piocher avec plein d'autres choses. Heureusement, ça ne marche pas avec la deuxième carte dont on parlera juste après, donc je ne vais pas la dire maintenant, vous verrez ça très vite. Mais ça marche quand même avec beaucoup de choses. Évidemment, ça marche avec toutes les cartes qui font piocher en violet, Merlin Lapin par exemple, ou évidemment mes amis de l'au-delà. Mais ça marche aussi avec les cartes qui vous font piocher puis défausser en acier. Donc même à ce niveau-là, il y a peut-être des choses à faire dans un deck Améthyste Acier avec de la défausse. Peut-être le shérif de Nottingham pour en profiter et faire des dégâts. Bref, il y a des choses à faire dans tous les sens. Clairement, ce Jafar, c'est une carte super importante dans la méta. Le deck Améthyste Acier va tourner autour de lui. Est-ce que ça va être une carte super importante au point où on va faire un deck entier à côté de lui? Est-ce que ça va être une carte juste très cool et potentiellement de temps en temps vous avez la combo qui vous permet de faire des 7 de l'or très facilement? Tant mieux. Ça, c'est la grande question. Toujours est-il que ce Jafar va très clairement faire tourner la méta autour de lui, c'est sûr et certain. Insaisissable 5 points de vie, ça va être une chose à prendre en compte dans la méta du chapitre 3, c'est une certitude. La deuxième carte, alors j'ai beaucoup hésité, il y en a plusieurs qui étaient intéressantes, mais je suis parti pour le château de la reine. Alors, pour être honnête, je ne sais pas si ça va être dans tous les decks. Justement, le but de cette vidéo, c'est un peu de montrer les cartes qui, à mes yeux, vont être dans tous les decks. Chapitre 3, je ne sais pas si le château de la reine sera dans tous les decks, mais je pense que cette carte a un immense potentiel. À savoir qu'au niveau des lieux, j'ai vraiment du mal à les situer dans la méta et à savoir si ça va être si fort que ça ou pas. C'est pour ça que vous verrez très peu de lieux, et pour être honnête, c'est même le seul lieu que j'ai mis dans les cartes qui étaient à attendre. Non pas que les lieux sont pas forts, mais juste c'est vraiment compliqué d'imaginer comment la méta tourne autour. Le château de la reine, quand même, pour 4, c'est déjà, c'est ancrable, donc c'est vachement bien, mais surtout c'est 7 de vie et 2 de l'or. Rien que ça, déjà, on commence à poser un lieu qui est pas si simple à gérer, et si l'adversaire ne gère pas, ça va faire du lore derrière. Mais en plus, ça coûte que 1 d'aller dessus, et au début de votre tour, pour chacun de vos personnages sur ce lieu, vous pouvez piocher une carte. Ça met vraiment une cible énorme sur le château de la reine, parce qu'il faut absolument le gérer, sinon l'adversaire, en le posant pour 4 et en payant pour 1 quelques personnages en plus, voire même en payant pour 0 si jamais on est encore une fois dans de l'Améthyste Acier et qu'on joue la carte de la planète au trésor. Du coup, vous mettez vos personnages en jeu dessus gratos, et le lieu en plus coûte un de moins à jouer. Bref, il y a vraiment des choses à faire avec. Mais le château de la reine, c'est vraiment un lieu où il y a une immense cible dessus, parce que si vous laissez un seul tour, 2 de l'or plus de la pioche, c'est immense comme avantage. Et gros avantage aussi par rapport à ce lieu, vu que c'est le genre de lieu qu'on a vraiment envie de taper dessus très vite, l'adversaire va des fois devoir forcer des personnages pas forcément faits pour ça à aller taper dessus. Et vous, en Améthyste Acier, normalement, vous avez clairement de quoi en profiter avec des personnages qui ont des bonus quand vous tapez sur les personnages adverses, etc. Donc, carte qui, pour moi, pourrait vraiment être intéressante si jamais jouée dans les decks Améthyste Acier, voire même dans d'autres decks, de manière générale. Tout ce qui permet d'avoir des petits personnages, tout ce qui permet d'avoir des personnages et qui a besoin de pioche, ça permet de la jouer très facilement. On continue avec les cartes émeraude, et pour être honnête, les cartes émeraude, c'est là où j'ai eu le plus de mal de décider les deux quelles, parce qu'il y a tellement de cartes super intéressantes. Vraiment, j'aurais pu en mettre 5 facilement, des cartes qui changent beaucoup de choses pour émeraude et qui ont vraiment le potentiel d'être beaucoup jouées. Mais je me suis concentré sur les deux qui me paraissent les plus évidentes, parce qu'il y a juste trop de choses à faire avec, ou alors elles sont trop impactantes dans le méta. La première d'entre elles, c'est Morph, le gluant d'espace, pour 2/1 qui peut permettre de jouer n'importe quelle alter dessus. Carte méga forte. Tous les decks qui joueront de l'émeraude et qui ont un minimum quelques alters intéressants à jouer tôt joueront Morph. On peut jouer Belle Archère plus tôt. On peut jouer n'importe quel personnage acier Floodborn qui sont trop forts plus tôt.
On peut jouer vraiment beaucoup de choses plus tôt. On peut jouer plus tôt. Mais voilà, il y a vraiment beaucoup de choses à faire avec cette carte. J'avais pas prévu celle-là. Voilà, c'est un peu les conditions du direct. Vous voyez, on fait des vannes en direct. On est très rigolo sur cette chaîne, vous le savez. Mais donc, vraiment, Morph, carte incroyable. Plein de choses à faire avec. Carte qui, dans les prochains chapitres, restera dans les decks. Parce que plus il y aura de floatboard intéressants, plus il y aura de raisons de jouer Morph pour jouer ces floatboards le plus tôt possible. La deuxième carte, c'est la carte qui va ressembler beaucoup à Il en faut peu pour être heureux, c'est Ursula pour 2 en émeraude. Déjà, les decks défauts, c'est une carte qui permet de faire des défauts, donc c'est bien, mais en plus, surtout, ça permet de défausser des chansons. En gros, quand vous jouez Ursula, vous regardez la main adverse et vous pouvez révéler sa main. Vous regardez la main, ça veut dire la même chose, évidemment, condition du direct, tout ça. Mais vous pouvez défausser une carte chanson de votre choix, et on en parlait précédemment, mais les cartes les plus impactantes dans la méta au chapitre 2 et au chapitre 1, ce sont des chansons, ce sont Soyez prête, Tuons la bête, et potentiellement ce rêve bleu. Ici, justement, c'est encore une carte qui va permettre de pouvoir gérer ça. Et avantage, enfin, le désavantage qu'elle a par rapport à Il en faut peu pour être heureux, c'est qu'elle défausse que des chansons. Donc pas des actions classiques, pas des objets, pas des lieux. Elle défausse que des chansons. Par contre, son avantage, c'est que c'est un effet d'entrée de jeu. Et par exemple, si vous commencez à jouer Émeraude Améthyste avec des Madame Mime pour remonter sur leur main, vous pouvez le faire plusieurs fois. Ça peut être très intéressant à ce niveau-là. En dehors de ça aussi, c'est une 1-3 qui va faire un de l'or. La plupart des cas, va faire 1 de l'or, voire 2 de l'or, donc ça peut toujours être intéressant derrière. Elle a des traits qui pourraient être joués potentiellement, surtout le trait méchant et mage qui commence à être intéressant avec le chapitre 3. Bon, il y a des choses à faire. Vraiment une carte méga impactante parce que maintenant, et les decks Ambre et les decks Émeraude auront des solutions face à Soyez prête, auront des solutions face à Tuer la bête, et ça, pour ces decks-là, ça change énormément de choses. On passe aux cartes Ruby. Ruby, c'était un peu plus tendu de trouver les cartes. Il y en a une qui était sûre et une un peu moins. Je vais commencer par la un peu moins, c'est l'hydre. Pour 6 non ancrables, 6-5 de l'or. Chaque fois que ce personnage subit des dommages, vous choisissez un personnage adverse et vous lui infligez le même nombre de dégâts. Alors, c'est peut-être pas la carte qui va entrer dans tous les decks, et surtout c'est un peu un pari dans le sens que je trouve qu'il y a vraiment beaucoup de choses à faire avec cette carte, qu'elle a été très boudée à sa sortie par pas mal de gens. Mais je trouve qu'elle a énormément de potentiel, parce que non seulement elle a 2 de l'or, donc c'est une carte qui peut aller faire du lore à chaque tour, et si l'adversaire ose venir la frapper ou lui mettre des dégâts, il en prendra autant, donc c'est une carte qui fait du lore tout en gérant le board adverse dès qu'elle sera gérée, donc de base déjà c'est super intéressant. Mais en plus de ça, il y a même des moyens d'attaquer un personnage adverse, de prendre exprès des dégâts et du coup d'en mettre sur un autre personnage, genre un insaisissable pour être tranquille. Il y a moyen de mettre des dégâts sur l'hydre avec des cartes rouges, je pense par exemple à notre roi, vous invite à la fête, afin de lui mettre 2 dégâts, de mettre 2 dégâts à un adversaire et avec sa capacité tu mets encore 2 dégâts à un autre personnage si tu veux. Bref, il y a vraiment pas mal de choses à faire avec l'hydre, je trouve que c'est une carte qui est vraiment juste très efficace toute seule de base. Qui est non ancrable, certes c'est un gros défaut, surtout que les non ancrables à 6 on commence à en avoir un paquet en rubis, il faudra faire des choix, c'est certain, mais il y a vraiment des choses à faire avec, le 2 de l'or change beaucoup de choses pour moi à mes yeux. Et la deuxième carte qui pour moi était vachement plus une évidence, qui allait être jouée au chapitre 3, c'est le Prince Eric. Pour 4, 2-2, 2 de l'or. Quand ce personnage est banni, vous pouvez choisir un personnage et le bannir. Carte incroyable parce qu'elle va faire... En fait, c'est un chat de Cheshire, mais en 1 milliard de fois mieux, parce que vous choisissez le personnage qui va être banni quand le Prince Eric est banni. Déjà, ça veut dire que si le Prince Eric est géré avec un petit personnage, le personnage va sûrement y passer, mais le Prince Eric pourra bannir un autre personnage à côté. Ça veut dire que le Prince Eric va pouvoir s'amuser à faire 2 de l'or à tous les tours, et à un moment, il faudra bien le gérer, donc à un moment, ça va bannir quelqu'un. Ça veut aussi dire que le Prince Eric, vous pouvez faire le fameux « Notre roi vous nous invite à la fête », lui mettre 2 dégâts sur le Prince Eric et vous mettez 2 dégâts sur un personnage tout en profitant pour en bannir un autre grâce à sa capacité. Plein de choses à faire avec, mais non ancrables. Et mine de rien, on se plaignait beaucoup que Émeraude il y avait beaucoup de non ancrables, mais là en rubis, il commence à y avoir un paquet de non ancrables. Et donc il va falloir commencer à faire des choix dans les decks. Tous les decks ne pourront pas jouer toutes les non ancrables qu'ils veulent. Ça va être super intéressant de voir à quoi vont ressembler les decks rubis dans l'avenir. Je pense que ça c'est une carte qui rentre très très bien dans le rubis améthyste du chapitre 2. Maintenant il faut voir les decks rubis, ils commencent à avoir d'autres options et ça peut être intéressant de voir un peu sur quoi ils vont partir parce que le fameux deck rubis améthyste qui compte beaucoup sur Soyez prête, maintenant qu'il y a des cartes qui permettent d'enlever les chansons, c'est pas dit qu'ils aient les Soyez prêtes pour reprendre le board au moment nécessaire, donc ils vont devoir trouver d'autres plans de jeu dans une nouvelle méta qui va être complètement différente pour eux, je pense.
On continue avec les cartes Saphir, et les cartes Saphir, c'était très très dur aussi de trouver les cartes dont j'avais parlé, mais à l'inverse, parce qu'en fait, il y a peu de cartes que je trouve ultra impactantes de manière sûre et certaine. Donc j'ai mis une qui pour moi est plus ou moins évidente, et une autre où en fait il y en avait d'autres potentiels à mettre, mais vraiment, je sais pas. J'ai mis une carte qui me paraissait super intéressante. Mais on va commencer tout de suite avec Audrey Ramirez pour 5, l'ingénieur, 2-5 hors d'atteinte, 2 de l'or. Déjà, rien que ça, c'est super intéressant. Parce que Audrey Ramirez, ça veut dire que vous êtes sûr de pouvoir partir à l'aventure avec, parce que 5 de vie hors d'atteinte, il n'y a pas grand chose qui peut la gérer à part soyez prête. Et en plus, elle a une capacité qui se passe quand vous partez à l'aventure. Et la capacité en question, c'est de pouvoir redresser un objet. Redresser un objet. Et évidemment, dans les objets qu'on connaît déjà, qui sont déjà très joués, il y a la plume en forme d'arête, mais il y a aussi potentiellement des combos un peu débiles qui pourraient être joués avec le Lucky Dime, donc là, le sous-fétiche de Picsou, que je n'ai pas mis d'ailleurs dans les cartes sûres et certaines, parce que honnêtement, 7 de l'or, enfin 7 d'encre non ancrable, pour un objet c'est vraiment compliqué, il y a beaucoup de gestion d'objets en plus dans le chapitre 3, donc je suis pas sûr que faire un deck basé sur le sous-fétiche soit si bien que ça. Mais Audrey Ramirez, le fait de pouvoir redresser des objets, ça peut commencer à faire des trucs assez idiots. Et il y a vraiment des choses à faire avec. Le fait qu'elle soit hors d'atteinte et 2 de l'or vous permet de vous dire, même si vous n'avez pas d'objet, c'est un perso qui va faire ses 2 de l'or de manière sûre et certaine. 5 de vie lui permet peut-être de résister un tour pour le faire une deuxième fois. Vraiment, Audrey Ramirez, elle a beaucoup de choses pour plaire et je pense que c'est une carte très intéressante pour ce chapitre 3. La deuxième carte, alors là, c'est vraiment en mode, bon, je sais pas ce qui va être si impactant. J'ai regardé les légendaires, elles me plaisent pas tant que ça. Les grands-mères Tala et tout, c'est pas des cartes que j'ai trouvées si intéressantes que ça. J'ai vraiment réfléchi. Et au final, la carte où je me dis, il y a peut-être quelque chose à faire avec et que les gens le sous-estiment, c'est la porte du coffre. Parce qu'un objet pour 4 en crabe, déjà, c'est toujours intéressant pour les decks objets, d'avoir plus en plus d'objets avec Tamato, Ariel, tout ça, bref, il y a plein de choses à faire. Mais mine de rien, les lieux et les personnages sur les lieux qui gagnent résistance 1, ça permet de commencer à faire des plays assez intéressants. Où vous allez jouer des lieux avec pas mal de vie, selon les couleurs, qui seront plus résistants, et vous le savez, résistance 1, plus vous avez de points de vie, plus vous avez de chances que ça permette de l'utiliser plusieurs fois, et donc plus c'est efficace. Et donc là, sur des lieux qui ont beaucoup de points de vie, genre des 7 ou 8 points de vie, bah mine de rien, résistance 1, ça veut dire que c'est comme s'ils avaient virtuellement 9 ou 10 points de vie, c'est super intéressant. Et si en plus vos personnages qui sont dessus commencent à avoir de la résistance aussi, ça devient vraiment très résistant, justement, c'est un peu le principe. Donc pour moi, la porte du coffre, il y a peut-être quelque chose à faire, je sais pas vraiment si ça va être joué ou pas, mais en termes de deck objet, je pense que le sous-fétiche, c'est peut-être une carte qui coûte beaucoup trop cher et non ancrable pour être jouée si facilement que ça, alors que la porte du coffre, avec un peu de lieu à côté, ça peut mener à des choses très intéressantes avec la maison de Belle, l'atelier de Maurice par exemple, qui permet de jouer les objets moins chers, etc. Il y a peut-être des choses à faire entre le lieu et les objets à voir. On continue avec les cartes acier, et alors là, j'ai hésité à laisser parler le cœur. Il n'y aura pas de petits gens, et ça me brise le cœur, vraiment, il n'y aura pas de petits gens. J'avais trop envie d'en parler, mais en vrai, je suis pas sûr que c'est une carte qui va entrer dans tous les decks. C'est vraiment un deck très particulier, qui me donne très envie d'être joué, et j'adore petits gens, mais ça ne sera pas une carte dont je parlerai dans les 12 cartes. Par contre, une qui est évidente, une qui va rentrer dans tous les decks en x2 minimum dans le chapitre 3, c'est quand soudain survint Zeus pour 4, une chanson non ancrable qui permet de choisir un personnage ou un lieu et de lui mettre 5 dégâts. Faut se rendre compte que 5 dégâts, ça gère 90% des personnages de l'Orcana intéressants. Parce que beaucoup de personnages ont 5 points de vie, dans les personnages vraiment très utilisés. Si on parle des personnages qui vont mettre la méta autour d'eux, déjà Jafar qui est insaisissable, le nouveau, il a 5 points de vie, ça le gère parfaitement. On peut parler de Clochette qui a 5 points de vie, on peut parler d'Aladin qui a 5 points de vie, on peut parler de Réponse potentiellement qui a 5 points de vie, bref. Beaucoup de personnages vraiment forts dans l'Arcana ont moins de 5 points de vie, donc c'est quasiment un kill, c'est quasiment un feu de dragon pour 4. Déjà c'est intéressant, sauf qu'en plus c'est chantable. Donc vos persos à 5 qui arrivent en alter facilement, bah, ils peuvent chanter ça très facilement. Les alter 4, il n'y en a pas tant que ça. Au pire, il y aura Jafar qui pourra le faire, mais bon, c'est pas forcément le but. Mais en plus de ça, ça permet même de gérer des lieux. Donc même si jamais la méta commence à vachement venir autour des lieux et que finalement c'est plus fort que prévu, et ben vous pouvez quand même les gérer avec cette carte. Elle est ultra versatile, c'est une chanson, ça gère un énorme pourcentage de tous les personnages qui sont très joués compétitivement. Vraiment, cette carte est incroyable, il faut la jouer dans vos decks en x2 minimum. C'est non ancrable, donc c'est dur de monter plus haut, mais peut-être faudra trouver de la place, à voir. Et l'autre carte, où à la base j'avais mis Petit Jean, mais finalement je me suis dit, ah quand même, faut que j'en parle, c'est Libérer les Titans, bien évidemment, pour 3 ancrables. Choisissez un lieu ou un objet et bannissez-le, c'est ultra versatile. Ça gère
toutes les menaces potentielles des decks objets, des decks lieux, bref, de tous les trucs qui peuvent commencer à arriver très très fort au chapitre 3. Et au pire des cas, si votre adversaire les joue pas, c'est pas grave, c'est ancrable. Vous en faites ce que vous voulez. Vraiment, carte qui rentre aussi en x2 facile dans tous les decks. Parce que dans le pire des cas, si l'adversaire ne joue pas quelque chose qui est bannissable grâce à cette carte, vous en ferez autre chose. Pour moi, c'est une carte qui va remplacer Benja, parce que Benja c'est cool, mais les personnages à 3 en acier, il y en a beaucoup qu'on a envie de jouer, et ça commence à être compliqué de garder Benja. Là, à côté de ça, on a ce truc-là qui peut être joué plus tard et être très efficace, ou alors partir en encre. Vraiment, carte incroyable. Et donc voilà, on a fini pour les 12 cartes du chapitre 3 qui pour moi sont les 12 cartes à surveiller qui risquent très fortement d'être dans les decks. Si vous avez des suppositions, si vous avez des choses à dire, n'hésitez pas à en parler en commentaire. Et si jamais c'est pas encore le cas, n'hésitez pas à vous abonner. Je le demande pas à toutes les vidéos, mais de temps en temps je le demande parce qu'il y a quand même 65% de non-abonnés sur cette chaîne qui regardent les vidéos. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour le référencement, tout ça, ça fait quand même très plaisir. Et ça me permet de voir aussi que ça motive les gens toujours, les vidéos que je fais, et que ça vous motive d'avoir du contenu sur la compétition de l'Orcana, ce qui est un peu le but principal de la chaîne, je vous le rappelle. Sur ce, je vous fais des gros bisous, je vous dis à bientôt pour la suite des vidéos. Une autre vidéo qui va arriver très vite, parce que normalement je vais la tourner dans la même journée, et la monter dans la même journée, mais que ça arrivera quand je serai sur Cannes, c'est une vidéo sur le draft, et donc un peu voir comment drafter le chapitre 3, qu'est-ce qui peut être intéressant ou pas. Donc, on va essayer de faire quelque chose de correct. De toute façon, il y avait déjà une vidéo pour le format CD Draft que je rappellerai, mais voilà, on va voir si jamais il y a des conseils en plus à rajouter. Vous verrez ça dans la vidéo qui sortira d'ici peu de temps. Je vous fais des gros bisous à tous. Je vous dis à bientôt pour une future vidéo. Ciao tout le monde.